Et tout de suite, pour poser le débat, je vous l'ai dit, on allait faire participer tout au long de ces 2 jours des étudiants. Voici Louis Rodriguez, qui est vice-président et responsable de l'activité commerciale de la TSE Junior Entreprise. Sous vos applaudissements. Louis, pas du tout impressionné par ce parterre. Vous avez la lourde tâche. Vous avez des questions, une introduction, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 5 ans, l'intelligence artificielle était encore inconnue du grand public. Aujourd'hui, elle est partout. Dans les images, dans le texte, dans le son, partout. Il y a 5 ans, c'était ma première année à TSE. J'aimais les maths et l'économie. Je n'imaginais pas la place fulgurante qu'allait prendre l'intelligence artificielle. 5 ans plus tard, je suis dans une école qui occupe une place centrale dans ce domaine. Au sein de TSE, je suis étudiant en Master 2 Data Sciences for Social Sciences. Et aujourd'hui, je représente toute l'équipe TSE Junior Études, dont je suis vice-président. Merci au Point de nous donner l'occasion de nous présenter. Nous sommes passionnés par les enjeux liés à l'intelligence artificielle et nous sommes très heureux d'être une junior entreprise pionnière dans ce domaine. Concrètement, nous sommes des étudiants et étudiantes motivés et proposons à nos clients, à travers des missions, de répondre à des problématiques complexes grâce à des outils comme l'économie quantitative, le machine learning et désormais l'IA générative. Nous collaborons régulièrement avec des PME, des TPE, des grandes entreprises et des administrations publiques. Il y a quelques mois, nous avons organisé, au sein même de ce bâtiment emblématique de TSE, un hackathon tourné autour de la mobilité. 60 étudiants de toute la ville ont participé. Durant 24 heures intenses pour trouver des solutions innovantes au problème de la congestion de la ville horizon 2040. Beaucoup d'idées innovantes et concrètes ont émergé. Et si je vous dis cela, c'est pour vous partager le fait que nous voulons être utiles en bâtissant des ponts entre nouvelles technologies et savoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais poser 2 questions. Toulouse a-t-elle les moyens de devenir un pôle mondial en intelligence artificielle ? Dans un contexte où l'IA pose des défis éthiques et des enjeux de régulation majeurs, l'Europe est-elle prête à relever la compétition mondiale? Je vous souhaite une excellente table ronde et un excellent futur à Police Planète. Merci Louis Rodriguez. Merci. La question est posée. Je vous laisse, Étienne, mais on peut déjà commencer. Alors, je n'ai pas présenté vos invités rapidement à ce moment-là. Vous êtes docteur en sciences politiques et autrice du livre Technopolitique aux éditions du Seuil, livre que vous aurez le plaisir, le loisir de nous dédicacer dans quelques instants. Nadia Pelfig, vous êtes vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et Fatih Toko, vous êtes directrice business transformation, data et intelligence artificielle du groupe La Poste. Je vous laisse entre de bonnes mains, même s'il a, quelque part, un peu raté sa vie. Ah oui, ça, ouais. Mais ça devient un métier à force. Merci Boris. Donc on va. Je vous propose qu'on commence assez rapidement quand même par l'actu parce que malgré tout on est quand même un journal. Et il y a une actu qui est folle aux États-Unis. On voit l'irruption de la. Il y a l'irruption de la technologie dans la politique. Alors c'est pas vraiment complètement une nouveauté, mais l'élection de Trump et dans ses valises d'Elon Musk, qui est à la fois un industriel de l'espace, de l'automobile, et puis le propriétaire de X, du réseau X, avec des idées. Est-ce que c'est pas un signal que là, il y a une bascule et qu'il faut arrêter de faire semblant de penser qu'il y a un monde de la tech et un monde de la politique, et que le monde de la politique au sens de la cité, et que là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a une rupture. Est-ce que c'est une rupture historique, une prise de conscience qu'il faut avoir que la tech n'est pas un sujet pour les techos, c'est un sujet de vie politique au sens le plus noble et le plus important du terme. Nadia, je pense qu'on peut commencer. Madame la vice-présidente. Merci Étienne. Bah oui, à l'évidence. Et puis, n'oublions pas que pendant la campagne des élections américaines, Trump a dit que justement, il allait faire le ménage et il a nommé aux communications quelqu'un qui a expliqué que il allait falloir expliquer à Facebook, Apple, bref, tout ce qui n'était pas X, qu'il devrait être désormais plus neutre. Il considérait qu'ils étaient déjà partisans et donc défavorablement pour Trump. Et Musk a dit clairement que la régulation européenne,
qui est notre sujet, devait être mis à bas et attaqué. Donc il fait partie des adversaires très forts sur la régulation européenne. Et bizarrement, dans le débat qui traverse l'Europe, on peut voir qu'il peut trouver des points d'appui, y compris parce que certains opposent régulation et compétitivité. Quand par exemple, moi en tant que responsable politique, je considère que alors que les Chinois ont des brevets d'avance par rapport aux États-Unis, alors que les États-Unis ont évidemment de l'avance par rapport à l'Europe, nous, notre avantage concurrentiel, ça sera justement d'avoir de la régulation et qui répond aux besoins des habitants. Une fois que j'ai dit ceci, je t'ai pas répondu sur l'aspect politique. Sur l'aspect politique, très clairement, on n'envisage plus une seule campagne électorale sans l'appui des réseaux sociaux. Et même moi, je vais te dire, je suis présente sur X, où je dois avoir un peu plus de 20 000 followers. J'en perds d'ailleurs énormément depuis 2 mois. J'ai beaucoup critiqué Trump et Elon Musk, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, et je soutiens de manière assez forte l'Ukraine contre l'agression russe. Donc j'ai souvent des pushes très forts sur des comptes que je ne connais pas et qui agressent des positions que sont les miennes. Pour autant, je me suis demandé s'il fallait que je quitte X. Lorsque j'ai été élue présidente du conseil d'administration de Sciences Po, et au passage, je suis extrêmement heureuse que Le Point ait tenu son ouverture hier, et puis qu'on soit ici dans un lieu d'enseignement supérieur, et puis que nos étudiants participent à tout ça. Le CA de Sciences Po a dit le désir des étudiants, de la communauté de Sciences Po, c'est de quitter X pour des raisons éthiques et morales. Et donc, il n'y a plus de compte de Sciences Po Toulouse sur X. Et moi, je me suis posé la question de le quitter. Et on a parlé avec Madeleine Denorme, qui travaille avec moi. Pour le moment, j'y suis encore. Et en réalité, je ne sais pas si c'est bien. Est-ce que ça sert une visibilité et que ça permet aussi à d'autres personnes de donner des points de vue qui ne sont pas ceux qui sont majoritaires au sein de X aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller sur Blue Sky comme beaucoup m'y invitent? Mais en fait, Blue Sky, c'est resté assez confidentiel. On s'ennuie un peu sur Blue Sky. Merci du conseil. Instagram, c'est bien et c'est vachement bienveillant, c'est positif, mais ça donne le sentiment que pour les politiques, il faut être plus lifestyle et qu'on n'a pas trop de gens qui suivent là-dessus. Facebook, ça plaît à ma mère. Mais à la réalité, les jeunes, ils sont pas très nombreux là-dessus. Alors après, c'est affreux parce qu'on me dit, mais non, mais Nadia, en zone urbaine, ok, mais bon, en Occitanie, il faut aller aussi dans le monde rural. Et le monde rural, c'est Facebook. Bon, je sais pas, moi je connais des gens, ils sont sur TikTok. TikTok, je me dis, mais non, mais ça fait fausse jeune, tu vois, d'aller sur TikTok. Ma fille qui a 16 ans me dit, maman, s'il te plaît, va pas sur TikTok. La gênance. Du coup, le rapport aux réseaux sociaux, très clairement, c'est un sujet pour nous. Et en vrai, on essaie de le peser en termes de visibilité, d'éthique et de morale, mais ces arbitrages individuels, c'est pas ça qu'il faut. Et c'est pour ça que moi, je veux de la régulation et qu'en tant que femme politique, ce que je défends, c'est pas tellement ma place sur les réseaux sociaux, mais le fait qu'il y ait de la régulation, du respect de la donnée et aussi de l'esprit critique en formation. Merci. Fatih Toko, vous êtes une responsable d'entreprise. Vous venez du monde de l'entreprise. Et alors, est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, avec l'arrivée de Musk, je ne sais pas si ça vous inspire particulièrement, enfin l'arrivée de Musk, il était là avant, mais l'arrivée, d'une certaine manière, dans le gouvernement américain d'Elon Musk, d'arriver dans un domaine... Les entreprises n'aiment pas trop être mêlées à des questions politiques, mais malgré tout, on n'a pas le choix, non? Oui, on n'a pas le choix, effectivement. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que ça marche, le micro? Oui, non. Si, il marche. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Alors, est-ce que ça préfigure un moment de bascule? Moi, je ne suis pas sûre, parce que je pense que ça fait quand même un moment qu'on oppose régulation et innovation, qu'on oppose performance et confiance en matière d'intelligence artificielle. Ce n'est pas une bascule, ça fait quand même une dizaine d'années que le leadership en matière d'IA structure en fait la géopolitique, en tout cas la bipolarisation entre la Chine et les États-Unis. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une bascule, mais il y a quand même ce qui va changer, je pense, c'est vraiment évidemment cette vision libérale, pro-business, qui sera forcément anti-régulation, on l'imagine. Et puis où je suis d'accord avec Nadia, c'est vrai que moi je suis très optimiste, alors je suis une optimiste heureuse. Et donc moi je crois beaucoup que ces sujets ne s'opposent pas et qu'il ne faut surtout pas les opposer. Mais par contre, je suis assez la frontière de mon optimisme, c'est justement
capacité des fake news, effectivement, à avoir une propagation extrêmement massive. Avec les arrivées des IA génératives sur les 2 dernières années, c'est encore plus inquiétant parce qu'on va avoir de plus en plus de mal, finalement, à différencier la réalité de la fiction. Et ça, je crois que même dans la réglementation européenne, qui a anticipé quand même pas mal de sujets, puisqu'elle prend quand même, cette réglementation, le sujet par les usages et le niveau de risque lié à ces usages, on peut imaginer que c'est une réglementation assez flexible, mais je ne suis pas sûre que ces sujets, en fait, de frontières entre la réalité et la fiction, la capacité à distinguer le vrai du faux dans les contenus générés et propagés de manière massive sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment anticipé ce sujet. Et donc, c'est assez inquiétant. Je reste toutefois, et puis après, je suis probablement pas arrivée à la Poste par hasard aussi, parce qu'on a des valeurs, évidemment, de confiance. On a toujours été au cœur des échanges, en fait, entre les citoyens. C'est des sujets qu'on a pris, on aura l'occasion d'en parler, je pense, pendant la table ronde très tôt. Et évidemment, nous, on a anticipé la réglementation européenne et on a mis en place, on en parlera tout à l'heure, parce que ce n'est pas que des concepts, il y a vraiment des méthodologies, des outils, c'est des choses très concrètes qu'on met en place pour bien montrer que l'innovation, c'est important. Ce n'est pas antinomique avec la régulation et on peut faire les deux. Et d'ailleurs, on fait les deux, puisqu'on a aussi une entreprise, hein, donc on a aussi l'objectif d'avoir une croissance rentable, durable, intelligente et de confiance. Alors, merci beaucoup. Asma Mala, il y a quand même... Est-ce que Musk, c'est quelque chose dont on doit avoir peur? Et est-ce que dans le domaine de l'IA, il n'y a pas un paradoxe? C'est que Musk, dans OpenAI, il était plus pour quelque chose qui resterait du non-business. Il est plus inquiet sur la destination de l'IA que Sam Altman, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas finalement une espèce de paradoxe? Il apparaît aujourd'hui comme le grand méchant, ce qu'il est probablement sur certains aspects, mais sur cet aspect de l'IA, est-ce qu'il faut avoir plus peur de Sam Altman et d'OpenAI que d'Elon Musk? Alors, je ne sais pas si son micro fonctionne. Si. Il y a une lumière verte, mais elle est assez trompeuse. Allô? Oui. Mieux. Alors, si tu me permets, je vais fusionner les deux questions parce qu'en fait, elles sont liées. Mais comme je suis aussi enseignante, j'ai besoin toujours de prendre mes raisonnements dès le départ pour que tout le monde soit embarqué au même niveau d'information. À la première question, mais qui répondra en fait à la seconde, est-ce que la technologie est politique? Évidemment, oui. Et pas simplement pour les questions de réseaux sociaux. Ça, c'est, si vous voulez, un des usages les plus visibles à l'œil nu, mais la technologie aujourd'hui, l'intelligence artificielle en particulier, et encore, l'intelligence artificielle, ça ne veut rien dire, les systèmes algorithmiques à usage militaire sont aujourd'hui au cœur des outils, des vecteurs de projection de puissance et des rivalités géostratégiques entre États-Unis et Chine, avec évidemment la grande question de qu'est-ce que nous sommes, nous, en Europe, et est-ce que nous sommes capables, non pas d'exister ou pas, mais à minima de dessiner une troisième voie. On y reviendra. Donc la technologie est politique parce qu'elle est géopolitique, parce qu'elle est vectrice de puissance, parce qu'elle est vectrice de vision du monde, de normes, de standards, et qu'aujourd'hui, dans la gouvernance internationale de l'IA, se pose la question de la symétrie avec les dynamiques de fragmentation géopolitique entre deux mondes. Et en effet, l'arrivée de Trump, musclé par Musk, mais Trump lui-même tout seul, sans Musk, on serait arrivé de toute façon à la même conclusion. Oui, on risque d'avoir, là où Biden, si vous voulez, organiser une forme de statu quo, notamment sur un des gros enjeux pour nous à l'avenir, qui va être par exemple les armes autonomes, Trump probablement va trancher et va donc accélérer, c'est un pari que je prends, une forme de fragmentation en deux du monde, avec les BRICS et Chine d'un côté, et puis nous, et à nous de définir ce qu'est le nous. Ce qui m'amène à un deuxième élément de réponse, c'est que, est-ce que c'est une rupture? Étienne, tu disais, pardon, je te tutoie, mais tu disais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui et non. Sur la question de la commission d'efficience gouvernementale à laquelle Musk a été nommé, et donc ça va être un peu, pardon de l'expression, mais je vais le dire très franchement, à la schlag, à l'arbitraire, donc une forme d'autoritarisme ou de techno-autoritarisme sans aucune forme de procès, il y a là un changement de paradigme fondamental versus les institutions américaines, l'administration américaine, même son fonctionnement. Et donc la promesse de l'efficience, quand elle est posée de façon aussi arbitraire et unilatérale, pose d'énormes questions. Le binôme de Musk, c'est un homme dont vous avez peut-être jamais entendu parler, qui s'appelle Vivek Ramaswamy et qui, il y a 1 an, disait qu'en fait, il fallait virer les gens
à coup de loterie ou en fonction du numéro de votre sécurité sociale. On est dans la terreur, on n'est plus dans de la démocratie. Donc là, on a un énorme problème. Et en même temps, oui, la technologie a toujours été vecteur de puissance. Et en même temps, sous Reagan, on avait aussi un homme d'affaires qui avait été posé là pour faire de l'efficience gouvernementale. Donc c'est un vieux serpent de mer. Mais là, en fait, sous stéroïdes, avec ces outils présentés un peu magiques comme pouvant identifier les brebis galeuses, etc., qui s'appelle intelligence artificielle, on a quelque chose qui est extrêmement problématique. Et puis enfin, Musk et IA, paradoxe, oui, paradoxe, parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier ce que sont les géants technologiques. Et j'en termine là sur ma réponse. Ils ne sont pas des acteurs économiques. Ils sont des acteurs hybrides et absolument, pour le coup, nouveaux. Ou alors, il faut vraiment me sortir dans l'histoire où est-ce qu'on a eu affaire à ces acteurs-là. C'est-à-dire, ils sont des goulots d'étranglement géostratégique. Elon Musk, avec les agences fédérales sur les 15 dernières années, sur les 10 dernières années, c'est 15 milliards de dollars de contrats fédéraux, notamment avec la NASA, mais aussi avec le Pentagone. Palantir, de la même façon, sur des échelles beaucoup plus petites. Donc, vous avez une intrication, un complexe techno-militaire qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis en place, où tout d'un coup, vous avez un Musk qui n'est plus simplement acteur hybride, géostratégique, idéologique, politique ou économique, mais qui devient, en fait, le régulateur de son propre business. Et là, on a un énorme problème, encore une fois. Et d'une certaine façon, on a pris l'habitude de dire qu'on était dans la post-truth politics, donc l'ère de la post-vérité. C'était le grand édito de Catherine Weiner en 2016, et qui, en fait, s'est avéré absolument... et c'est avéré, d'ailleurs. Mais là, on est passé à un cran d'après. C'est deux choses. C'est la société du spectacle dans sa caricature la plus extrême, et ça marche. À nous de nous poser la question de pourquoi ça marche et qu'est-ce qui marche. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de passer de la post-vérité à la post-loi. La loi, la règle de droit ne marche plus, on s'en fiche, et ça fonctionne. Donc quand vous avez un Elon Musk avec la bénédiction de Trump, pour l'instant, parce qu'on va attendre d'ailleurs la guerre des égos. Hein ? La guerre des égos entre les deux gars. Là, ils vont finir. Il y a des bruits de couloir de Mar-a-Lago qui commencent à arriver là, dans les médias qui disent que Trump commence à en avoir un peu ras la casquette d'ailleurs de Musk, mais qui fourre son nez littéralement partout, qui veut pas garder son, qui est un électron libre de toute façon. Et puis il y a ces égos incroyables et démiurgiques entre les deux. Mais tant qu'en tout cas cette alliance fonctionne, parce qu'en fait le principal VP aujourd'hui c'est Musk, c'est pas du tout J.D. Vance. Donc à partir de là, oui, on a un problème de la règle de droit des institutions de la démocratie. Et en ce sens, oui, il y a un changement de paradigme politique majeur. Alors moi j'ai une question très simple pour vous trois. C'est la question de la puissance de l'Europe. On se pose souvent, il y a le lieu commun, comment dire, c'est les États-Unis développent, l'Europe régule, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais il y a quand même une vraie question, c'est est-ce qu'on peut peser sur la régulation ou même sur la philosophie et sur la politique des nouvelles technologies si on n'a pas les géants chez nous? Et alors, Asma a parlé de la DARPA et en fait de Palantir, etc. Oui. Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est une vraie question politique. J'ai envie de commencer par Nadia quand même là-dessus. C'est quoi le rôle du politique là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se dire d'abord on va développer des géants chez nous? En même temps, par définition, un géant en matière de tech, c'est dangereux. Hein, ça, c'est Montesquieu. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Est-ce qu'il n'y a pas un dilemme politique terrible dans cette affaire et qui est difficile à résoudre? Comment tu vois ça, toi? Déjà, la première chose qu'on doit se poser, c'est pas qu'est-ce qu'on fait avec l'IA, c'est quelle société nous voulons. Enfin, quand on est responsable politique, c'est quelle société nous voulons. Et dans l'éventail des outils qui peuvent être mis au service de l'exercice démocratique, quelle est la place qu'on donne à l'IA? Pas qu'on donne, pas quelle est la place de l'IA, quelle est la place qu'on donne à l'IA. Et par exemple, dans les administrations publiques, l'intelligence artificielle a sa place, par exemple, dans les politiques de mobilité publique, dans la régulation des trafics, pour analyser les flux et faire ce qu'on appelle du management de la mobilité, c'est-à-dire concentrer les flux où il y en a besoin. Les algorithmes permettent de gagner un temps fou. Dans l'accès de citoyens aux services publics, dans la mise en place de chatbots, par exemple, l'intelligence artificielle a absolument sa place. À nous, du coup, dans la responsabilité politique, d'une part, de définir
l'usage et l'utilité de l'intelligence artificielle et de mettre un certain nombre de règles. C'est-à-dire que pour moi, on doit analyser et appréhender le sujet de l'intelligence artificielle à partir de 4 filtres d'une certaine manière. Est-ce que c'est utile? Donc, est-ce que ça me permet d'obtenir du progrès, du mieux vivre? Si ce n'est pas le cas, et que c'est juste une course de gain de temps dans une société qui veut toujours être plus rapide, il n'y a pas d'intérêt à le mobiliser. Au-delà de l'utilité, est-ce que c'est soutenable? C'est-à-dire que, est-ce que dans le modèle qui est le nôtre en matière de développement durable, d'impact sur la planète, d'impact carbone, est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui à choisir cela? Est-ce que ça contribue à notre autonomie, notre souveraineté? Donc est-ce qu'on garde le contrôle? La raison pour laquelle, pour moi, il faut de la régulation, par exemple, c'est que nous ne connaissons pas complètement d'un point de vue scientifique les performances scientifiques de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, scientifiquement, on ne sait pas dire ce que des algorithmes sont en capacité de produire. D'où la nécessité de réguler, d'encadrer et de considérer que ça doit demeurer des outils et donc de se prémunir sur le fait que ça n'en soit plus. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, si on veut répondre au sujet de souveraineté, il faut s'assurer d'avoir un écosystème qui puisse s'inscrire dans le développement de l'intelligence artificielle. En Occitanie, aujourd'hui, on a à peu près 200 entreprises qui agissent sur l'IA et on assure une chaîne entre les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, à savoir la recherche académique, avec Anity à Toulouse, qui est un des 9 clusters français, et puis le bout de chaîne qui est l'usager, le citoyen, à qui il faut garantir des outils de contrôle. Et pour ça, on a généré une structure qui s'appelle Equitia, qui est un tiers de confiance sur l'intelligence artificielle et qui permet aux citoyens d'intervenir sur quel type de données. On a des data lakes, mais qui doivent être à la maîtrise du public. Et donc, c'est ces sujets sur lesquels il faut avoir un continuum et un regard, mais surtout, il faut aussi éduquer nos administrations. Et nous, on utilise de l'IA dans l'administration pour les délibérations. Par exemple, on a un truc qui s'appelle Délibia, qui permet de garantir l'accès à nos délibérations, d'ailleurs, à tous les citoyens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris comment ça marchait. Mais tout simplement, avant, tu avais des stockages de nos données, de nos rapports démocratiques, etc. Et donc, des discussions, des minutes, quoi. Tu pouvais, voilà, puis tu pouvais demander si tu voulais intervenir sur ce qui avait été décidé, voté, administré, en appelant un organisme qui s'appelle la CADA, qui te donne accès à tous les actes administratifs, etc. Désormais, la dématérialisation nous permet d'apposer des algorithmes sur ces sujets, et tout citoyen peut appeler une délibération qui a été votée, par exemple, sur les intrants et les phytosanitaires de leur usage en Occitanie. Et tu tapes juste ces mots-clés, et l'algorithme réunit tout ce qui a pu être voté, administré, les règlements dans l'administration régionale sur ce sujet. Et ça permet du coup d'avoir un regard, un accès à la décision publique, parce que l'IA peut rapprocher aussi le citoyen de la décision publique. Simplement, voilà, il faut le passer à travers le crible de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est soutenable, est-ce que ça nous permet d'être souverain et est-ce que c'est duplicable. Et est-ce qu'on peut avoir confiance? Alors là, je voudrais donner la parole à Fatih Toko sur le sujet, parce que l'un des business de la Poste, c'est comme la confiance. C'est le principe, on doit avoir confiance pour son courrier en papier, mais aussi en mode numérique. Et vous, particulièrement, c'est une grosse partie de votre boulot, l'IA de confiance. Et puis, il y a le développement de cloud de confiance chez la Poste. Après, la vraie question qui est derrière, développer des systèmes en lesquels on a confiance, c'est une chose, et c'est au cœur de votre activité. Mais est-ce qu'on peut... je vais poser une question qui est une question un peu morale et philosophique. Est-ce qu'on peut gagner en faisant ça? Sachant qu'en face, il y a des gens qui sont un peu sans foi ni loi. En gros, la question que je vous pose, c'est la question à 1000 balles. Est-ce que le crime paye? Alors déjà, je vais répondre, mais bon, ça va être dans la continuité de votre question. Sur la partie, est-ce qu'on en fait trop en termes de réglementation en Europe? J'ai envie de prendre la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que ce serait aujourd'hui raisonnable de laisser tout cet écosystème agir avec des algorithmes de plus en plus puissants qui peuvent être à la main de n'importe qui dans un monde de polarisation où il y a beaucoup de conflits, tu le disais tout à l'heure, Asma, où ça peut être utilisé à des fins militaires. Est-ce qu'on peut laisser faire? Pour moi, la question, c'est celle-là. Et ce n'est pas possible. Donc moi, je suis pour l'innovation réglementaire en Europe. Avant de répondre sur la question, voilà, on a fait le RGPD, la protection des données.
on a eu un espèce d'entraînement sur le reste du monde. Aujourd'hui, toute la réglementation européenne est basée, je suis désolée, on parle de la Chine, on parle des États-Unis, mais tout le monde va y venir, et parce que tout ça est basé sur des valeurs comme ça qui sont universelles. La réglementation européenne, c'est quoi finalement? C'est des valeurs éthiques que le monde entier partage, j'espère, peut-être pas tous les dirigeants du monde, mais que tous les humains partagent sur la planète. C'est la transparence. Voilà, c'est savoir quand on part à une machine qu'on parle à une machine, la supervision d'une machine par un humain, ça me paraît quand même être le basique, et puis lutter contre les discriminations, éviter les biais. Donc pour moi, on doit le faire. Après, on doit le faire, mais je mesure quand même mon optimisme. On peut poser des questions évidemment sur la complexité, la nécessité d'harmoniser toutes les réglementations européennes autour de la stratégie data et autour de l'intelligence artificielle. Parce que moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai quand même pris pratiquement 3 mois pour écrire le chapitre sur la régulation, et je peux vous dire que j'ai eu du mal à me retrouver dans l'imbroglio réglementaire. Certes, mais en tout cas, cette réglementation, elle est là. C'est des espèces d'étagères qui ont été posées au fil des enjeux politiques, économiques et de protection des consommateurs qui se posaient, mais il y a une volonté d'harmonisation. Et puis on pourrait poser cette question en dehors de l'IA sur le problème du changement climatique. Voilà, c'est la réglementation. Pour moi, c'est jamais trop, mais il faut bien le faire. Et on n'est pas mécontent quand même d'être précurseur en matière d'innovation réglementaire. Donc, est-ce que j'étais un peu sur la partie Europe. Donc la question c'était est-ce que ça paye alors est-ce qu'on peut lutter contre Amazon, contre Google, contre OpenAI, en disant nous on va faire quelque chose avec des règles qui ne sont pas les mêmes et s'astreindre à des choses? Est-ce qu'on peut lutter contre les acteurs chinois aussi, qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles? Déjà, les règles ne sont pas les mêmes. La loi européenne, si on fait des réglementations en fait extraterritoriales, elles s'imposent aux autres. Et je suis désolée, encore une fois, d'être optimiste, mais on n'est pas quand même, on ne parle pas d'un petit pays de 10 millions d'habitants avec un PIB complètement anecdotique sur la planète. C'est le marché européen qui est la force. Exactement, c'est quand même une force. Aujourd'hui, encore, je vais prendre le sujet à l'envers. Est-ce que vous imaginez les GAFA se passer du marché européen? C'est un marché stratégique, c'est un marché mature et c'est un marché où le niveau économique des consommateurs est quand même important. Donc il faut quand même se redire les choses parce que je sais qu'on a tendance à être pessimiste et on a de fortes raisons de l'être en ce moment. J'ai un peu du mal à faire passer ma vision optimiste, mais c'est quand même pas rien l'Europe. Donc je pense pas qu'on puisse que ces marchés, enfin ces méga plateformes hybrides, j'aime beaucoup la définition de Asma parce qu'on entre la méga plateforme et l'État plateforme, c'est vrai, ne peuvent pas contourner le marché européen. Donc, est-ce que c'est possible? Alors, évidemment, nous, par exemple, à La Poste, on développe un cloud souverain qui permet d'avoir un pacte, en fait, entre le fournisseur de cloud et les citoyens, un pacte de confiance entre le fournisseur de cloud et les citoyens et les clients. Oui, c'est quelque chose qu'on fait, dont on est très fiers. Alors, après, la question, c'est est-ce qu'on pourrait être aussi fort que des méga plateformes américaines? Peut-être pas. D'abord, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est des sujets géopolitiques, elles servent aussi, ces méga plateformes, la puissance culturelle quand même des pays dans lesquels elles sont installées, il ne faut pas oublier ça. Donc ça dépasse vraiment le sujet économique. Donc une entreprise ne peut pas répondre à ce sujet-là parce que nous on le fait parce qu'on est convaincu que c'est important pour protéger des données sensibles. Donc c'est important aussi pour accompagner les politiques publiques. On parle de données sensibles dans le domaine de la santé, puisque DocaPost notamment travaille dans ce domaine, dans le domaine de l'écosystème éducatif. Et heureusement qu'il y a des acteurs européens pour avoir cette position-là. Maintenant, est-ce qu'on peut se comparer à ces États méga plateformes qui portent des visions politiques et puis des visions, comment je pourrais dire, des visions, oui, de domination culturelle, parce que ça porte ça derrière aussi. C'est quand même difficile de se comparer. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut continuer à le faire et surtout, il ne faut pas opposer régulation et financement. Le problème, c'est probablement plus un problème de moyens et de financement aux bornes de l'Europe. Mais est-ce que c'est pas aussi une question de volonté politique, faire appliquer... C'est intéressant, vous parlez d'extraterritorialité. Les Américains le font avec le dollar. C'est-à-dire que la régulation financière, ils vont attaquer des boîtes à l'étranger parce qu'elles ont fait des transactions en dollars et que ça ne correspond pas à leurs normes, etc. Est-ce que nous, on a vraiment la capacité, nous l'Europe, parce que c'est pas nous la France, d'imposer par exemple j'ai n'importe quoi, mais un démantèlement d'un GAFAM en disant il est devenu trop puissant au niveau du droit de la concurrence? Est-ce qu'on est vraiment capable de leur imposer des choses? Est-ce que la volonté politique existe et est suffisamment forte, ou est-ce qu'on est toujours un peu en dessous de la main de ce côté-là? Est-ce que l'Europe existe et c'est de ce point de vue politiquement?
Alors, je souscris à ce que Fatih et Nadia ont dit, et j'aimerais juste faire une parenthèse. Alors, je ne suis vraiment pas coutumière de ça, mais, et pardon, parce que j'ai vraiment toujours un discours très apolitique, et je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Moi, je suis une imbécile réaliste, mais je dois dire qu'en écoutant Nadia, si tous et toutes, attends, ne me perturbe pas, si tous nos responsables politiques avait son discours à elle et à vous, mais je pense qu'on ne serait pas dans cette panade globalement, et ça me fait très très plaisir de voir qu'il y a des gens en France, ça existe, qui sont conscients, aware, ça y est, ils sont déjà dans le 21e siècle. Bravo. Alors, franchement, ça me fait très plaisir. Non, mais à cette place-là, franchement, projet de société, la technologie, pourquoi faire, l'IA, sa juste place, sortir des dilemmes véhiculés par les médias sur régulation versus innovation. Non, les gars, c'est les deux. T'as pas à choisir entre papa et maman. On a besoin des deux. On a besoin de régulation pour savoir qui on est, qui nous sommes en termes de valeurs. Le IA Act, il vaut ce qu'il vaut et il vaut peut-être pas grand-chose. Mais le démarrage du texte, c'est voilà nos valeurs. Et c'est important. Parce que notre modèle est chahuté par les compétiteurs, parce qu'on ne sait plus où on habite. Et surtout qu'on a un allié, les États-Unis, qui eux-mêmes sont en train d'avoir une espèce de révolution politique et idéologique. Donc si nous-mêmes, on se lâche sur qui nous sommes dans notre identité, dans notre modèle, on est vraiment pour le coup perdu. Donc je ferme ce préambule. Après, sur la question de est-ce que, très concrètement, on a de quoi faire, il y a deux choses quand on essaye d'exister. On a ce que j'appelle moi la souveraineté défensive normative, et c'est ce qu'on a fait depuis le 2019 avec Thierry Breton au niveau de la Commission européenne, c'est-à-dire de dire on n'a pas de géant technologique, mais au centre de nos frontières, vous allez respecter nos règles et nos valeurs. DSA, DMA, IA Act. On peut ergoter, et la bureaucratie européenne est extrêmement problématique. Et le RGPD, qui est souvent présenté comme Brussels Effect, l'effet de Bruxelles, enfin, c'est une fadaise. Enfin, moi, j'ai vu, pour avoir en ce moment... Est-ce que tu peux expliquer ça, Asma ? Alors, vous savez, c'est le règlement de protection des données personnelles, qui est une usine à gaz, mais invraisemblable. Et à partir de laquelle, en retour d'expérience, on s'est bien dit que pour le DSA et le DMA, qui sont Digital Service Act, régulation, réglementation des réseaux sociaux, et Digital Market Act, abus de position dominante, l'équivalent de l'antitrust, disons, européen, qu'on n'allait surtout pas reprendre la gouvernance du RGPD, qui était littéralement insupportable. Et qui allait pénaliser qui ? Pas forcément les big tech, qui ont les moyens, mais les petites TPE. Les petites boîtes, là, je parle sous le contrôle de Renault, mais c'est vrai que nous, au point, c'est compliqué. On est une petite boîte, et ça nous coûte cher. Mais bien sûr. Donc, le Google, elle va te la payer, l'amende, au bout de 10 ans de recours et d'appel. Donc, à un moment donné, donc, on n'a pas un problème de principe, on a un problème de mise en œuvre. Ça, c'est clair, sur la régulation. Et ça, c'est souveraineté défensive normative. C'est une condition nécessaire pour continuer à affirmer qui nous sommes, mais non suffisante. Et il nous manque fondamentalement, viscéralement, mais... de façon criante, une politique techno-industrielle qui soit très claire. Et là, on est plutôt assez mauvais. Et ce n'est pas par les incantations de réindustrialisation que nous y sommes arrivés. On est peut-être en train d'arrêter la chute, mais on n'est pas en train de trouver la vraie belle solution. Donc, pour ça, il faut des cartographies, il faut savoir où sont nos points forts, nos points faibles, et ça suppose du courage politique parce que ça suppose des renoncements. Or, quand on fait de la politique à être sympa avec tout le monde et à donner des marchés un peu à tout le monde pour se fâcher avec personne, et ben finalement, ça ne fonctionne plus. Donc la question, c'est quelles sont les chaînes de valeur stratégiques les plus fortes et où est-ce qu'on s'insère sur un tronçon de la chaîne pour être audible. Et ce travail-là, personne ne l'a fait. Et je suis très heureuse de voir que dans les régions, et j'en termine là sur ma réponse, mais c'est fondamental, parce qu'il y a Occitanie, mais il y a aussi l'agglomération de La Rochelle. Il y a des régions qui ont compris que quand tu poses la question de peut-on lutter, il ne faut pas lutter. Les géants technologiques, l'intelligence artificielle, les technologies de l'hypervitesse, ce sont des infrastructures. Amazon, Microsoft, Google ou même OpenAI sont devenus des infras. Donc on ne va pas lutter.
La question, c'est... Et d'ailleurs, si on fait un test, si là, je vous demande de sortir votre téléphone et de voir les apps et de voir les usages que vous avez sur les apps, les 3/4 des apps sont américaines et que vous compulsez de façon complètement compulsive 4, 5, 10 fois par jour. Il ne s'agit pas d'ailleurs de culpabiliser, ce serait complètement idiot et débile. J'en ai vu 2-3 poser leur téléphone au moment où t'as dit Mais ça. ouais, et nous-mêmes. Mais la question, c'est de se dire, c'est pas la question de la lutte, c'est David et Goliath, et c'est un peu perdu d'avance parce que ça supposerait revoir 40 ans de politique ou de vide de politique industrielle. Mais c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas des chemins alternatifs, complémentaires? Et la question du local, la question de ne pas entrer dans la folie du gigantisme, mais de trouver des petits modèles où vous allez avoir un projet de société, où vous allez faire travailler votre écosystème d'innovation locale, où vous allez créer une dynamique dans votre tissu, dans vos citoyens, donc dans vos collaborateurs, etc. Là, ça peut être des modèles beaucoup plus petits qui n'ont pas des velléités de puissance, qui ont d'autres velléités qui sont celles du bien-être, du vivre ensemble, de faire du commun. Et à un moment où les technologies, telles que gouvernées par des intérêts privés extra-communautaires, sont plutôt sur la polarisation, sur des modèles économiques qui distendent les liens, là, il y a un coup à jouer énorme et il se joue sur les territoires, je crois. Nadia. Moi, je suis à 100% d'accord. Je vais peut-être illustrer avec quelques exemples. Dire deux choses. En style télégraphique, oui, l'Europe peut jouer sa carte, mais il nous faut aller chercher des alliés, y compris en dehors de l'Europe. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai souhaité que dans nos relations internationales, on travaille de manière plus étroite avec le Canada, parce qu'ils peuvent partager des stratégies communes avec nous sur les questions éthiques, ils peuvent avoir des stratégies industrielles communes. Et il se fait que notre capitale régionale, Toulouse, accueille le siège mondial d'Airbus, qui a racheté Bombardier, l'industriel Bombardier, sur l'aéronautique. Il y a des discussions autour du rail entre Alstom et Bombardier aussi. Et donc, il nous faut voir sur les segments où on est fort, et c'est le cas dans le domaine aéronautique, comment on crée des alliances avec des gens qui peuvent avoir des valeurs et une puissance qui nous permettent de lutter contre d'autres puissances qui poussent d'autres modèles de société, à savoir aujourd'hui les États-Unis. Dans les alliances avec d'autres pays et d'autres territoires, mais qui sont, on va dire, à mi-chemin entre le très régulateur européen et le moins-disant ou sans régulation américain au modèle Musk, il y a le Japon. Et là encore, j'étais il y a 10 jours au Japon, on regarde le travail qu'ils font, ils sont assez en retard à la réalité technologiquement. On voit le Japon très, très techno grâce à sa robotique qui est forte, mais les applications IA au Japon sont assez faibles, mais elles sont très tournées vers le sociétal, vers leur problème majeur qui est celui du grand âge et du vieillissement. Et donc, c'est des sujets qui peuvent nous intéresser. Donc, il nous faut, trouver des alliés. Deux, sur les choix stratégiques, effectivement, Asma le disait très, très justement, on ne peut pas être bon partout, mais à la réalité, on n'est pas mauvais partout non plus. Donc, je parlais de l'aéronautique qui est le plus évident pour nous et le spatial qui est un grand collecteur de données et qui, la donnée étant l'élément et le matériau de base pour l'intelligence artificielle. Un autre sujet, c'est l'agriculture. C'est notre premier pilier économique. Et il y a un modèle que j'aime beaucoup citer, qui est le modèle d'une petite start-up créée en 2018 par 2 jeunes, dont un est passé par le MIT, mais a aussi fait ses études à Toulouse. Ça s'appelle Abellio. Abellio, c'est quoi? C'est l'agriculture de précision. Et donc, c'est se dire, là, on peut ramasser beaucoup de données et il nous faut améliorer le modèle agricole. Pourquoi? Parce qu'on est percuté par les changements climatiques. On fait le lien avec le plein cœur de Futurapolis Planète. On manque d'eau, on a trop d'eau. Il y a des attentes des consommateurs et de la planète sur la diminution des pesticides. L'agriculture de précision peut être une solution et une réponse. Simplement, il faut garantir aux agriculteurs de garder leurs données confidentielles. Aujourd'hui, Abellio, créé en 2018, à 10 000 agriculteurs connectés par jour sur leur application, qui les utilisent sur des sujets très précis d'irrigation et d'intrants, c'est-à-dire de pesticides. Et la garantie donnée à ces agriculteurs, en réalité, Abellio passe par les coopératives. C'est pas d'utiliser l'IA et d'être moderne. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent? C'est d'augmenter leur production, tout en diminuant les dépenses, je dis bien les dépenses, liés aux pesticides. Donc on leur demande, c'est pas un jugement moral, on leur demande pas d'être vertueux, on s'adresse à eux pour ceux qui sont des entreprises. Donc vous augmentez vos marges, vous garantissez vos données et vous travaillez mieux en produisant davantage. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là on a un modèle qui est souverain et qu'on a aidé d'ailleurs avec des fonds européens, à savoir du FEDER. Pourquoi? Parce que moi ma priorité c'est que toutes les datas soient traitées
en France. Et donc, c'est pour ça que nous, on finance aussi ce qu'on appelle le DROC, c'est-à-dire des data centers en région qui permettent de garder et de stocker de la donnée sur lequel on ne peut pas être vulnérable, par exemple, sur le Patriot Act, qui dirait dans tous les actes de confidentialité, ouais, vos données, ils sont protégés, mais en réalité, qui, au nom du Patriot Act, s'ils sont hébergés aux États-Unis, peuvent être pris pour développer d'autres modèles économiques. Donc, il nous faut être cohérents et choisir les domaines où on est déjà fort pour continuer à affirmer une puissance selon nos règles. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra mettre en place un nouveau modèle et être concurrentiel par rapport à des modèles dominants. J'ai envie de rebondir. Oui, avec plaisir. Donc déjà, je suis très contente de participer à une table ronde aussi constructive. Donc on dépasse notre optimiste pour être constructif. Moi, le côté coopération, je trouve ça très intéressant, surtout l'exemple de Montréal, parce que pour dire, comme je disais tout à l'heure, c'est des valeurs universelles qu'on partage avec d'autres pays. Montréal, la charte pour une IA éthique de Montréal a été une des premières chartes qui a été écrite. Je crois que c'est en 2018. Il y a eu plus de 500 signataires, entreprises et personnalités. Donc vous voyez qu'effectivement, je suis d'accord avec le Canada. Bon, après, je suis pas, j'ai pas la même expérience que vous. J'ai pas vraiment été à l'étranger, mais enfin, en tout cas dans ces pays-là. Mais je pense que le sujet de la coopération est très important parce que, par exemple, sur le plan, si on revient sur l'innovation réglementaire en Europe, on a été très fort pour faire coopérer tous ensemble pour sortir des textes que je trouve intéressants, mais qui sont assez complexes. Pourquoi on n'a pas la même coopération au niveau du financement pour aller chercher des financements? Il y a un rapport de la Cour des comptes européenne qui est sorti cette année qui montre qu'il y a énormément d'efforts encore pour aller se mettre tous ensemble autour de la table, coopérer pour encourager les investisseurs à permettre à des jeunes pousses européennes de passer à l'échelle et de devenir des scale-up, pour flécher les fonds, pour suivre les réalisations, pour investir en termes d'éducation, pour accélérer au niveau des talents européens. Donc ce sujet de coopération, il est quand même très important. Et puis j'avais envie juste de rebondir pour décentrer un peu votre regard sur une autre partie du monde. Moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai beaucoup voyagé en Afrique pour interroger des entrepreneurs, des entrepreneuses, pour vous dire comment la réglementation, c'est très important. J'ai eu beaucoup de retours où on m'a dit, mais la réglementation, c'est un luxe, parce qu'il y a des pays du monde qui n'ont pas de réglementation, qui n'ont pas la chance d'avoir une coopération régionale de la même nature et de la même mesure que l'Europe. Et aujourd'hui, on voit justement des GAFA qui vont s'installer dans ces pays-là et qui prennent les populations comme des laboratoires, finalement, parce qu'ils ne sont pas protégés par la réglementation. C'est pour vous dire que dire la réglementation, est-ce qu'on en fait trop? Mais surtout, ne pas en faire, c'est très délétère pour les populations et très nocif pour les politiques publiques. Alors, je vais renverser la question. C'est un luxe d'avoir une réglementation, souvent on ne le sait pas, mais ce que disait Asma tout à l'heure, je vais essayer de poser la question d'Asma qu'elle n'a pas posée, en déformant un peu ses propos. Non, mais tout le monde a sur son téléphone des applications américaines, alors de philosophie texane ou californienne, selon les cas, ou chinoise. TikTok, c'est chinois, c'est le Parti communiste chinois derrière. Est-ce que le marché de la confiance est croissant ou est-ce que les gens, globalement, s'en fichent un peu? Et là, je vais vous poser c'est une double question. C'est les particuliers et les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui vont chez AWS pour aller mettre leurs données, je pose la question brutalement, est-ce qu'il y a une prise de conscience des entreprises françaises sur ce sujet-là, ou est-ce qu'à la fin, c'est globalement, c'est un peu moins cher, ils m'arrangent le coup, ils me subventionnent à l'arrivée? Est-ce qu'il y a de quoi être optimiste là-dessus ou pas? J'essaie un peu de tempérer votre optimisme. Encore le parallèle toujours entre, je suis désolée pour ce parallèle, mais entre l'intelligence artificielle et la nouvelle réglementation européenne, la CSRD sur le reporting de durabilité européen, c'est les mêmes sujets en fait. C'est sûr que c'est extrêmement difficile de faire comment on appelle ça, de faire le choix entre la confiance et les contraintes économiques, surtout là dans la situation budgétaire dans laquelle on est, c'est clair. Mais en même temps, la tendance est quand même lourde, que ce soit en transition écologique ou la transition de la confiance, elle est lourde, cette transition. On voit bien des jeunes, tous les citoyens, toutes les générations qui arrivent, et il y en a plein dans cette salle, qui sont en train de changer de mindset. Alors vous allez me dire, oui, c'est ce qu'on dit, mais finalement, ça coûte cher de consommer bio, ça coûte cher de ne pas avoir une application américaine, enfin, ça coûte cher. C'est un sacrifice pour nous de ne pas avoir une application américaine dans son application mobile. Mais il y a 10 ans, ces sujets, on ne les évoquait même pas. Donc je pense que la confiance, c'est important pour les consommateurs, c'est important pour les citoyens, c'est clair, c'est une tendance lourde, ça ne s'arrêtera pas, même si on n'y est pas encore, et qu'évidemment, quand on traverse des sujets de contraintes économiques, de contraintes budgétaires, le risque, effectivement, c'est un peu de se replier et de faire passer avant les problèmes inflationnistes et les problèmes budgétaires.
citoyens. Mais sinon, oui, je pense que c'est important. Et je voudrais donner un exemple. Il n'y a pas que les citoyens et les clients. D'ailleurs, il y a aussi les collaborateurs. Nous, par exemple, à La Poste, on a une filiale 100% spécialisée dans l'intelligence artificielle à Grenoble. Et on voit quand même la confiance, la stabilité de ces collaborateurs, qui sont des collaborateurs quand même de haut niveau scientifique, et qu'on garde et qui restent. Et moi, je l'entends tous les jours. Hein, là, c'est pas c'est pas à la télé ou dans les médias. Je l'entends tous les jours dire, ces jeunes qui nous disent, on reste parce que on fait des algorithmes qui ont du sens. On fait des algorithmes pour comprendre les réglementations européennes avec, par exemple, des algorithmes d'analyse du langage. On fait des algorithmes pour, par exemple, améliorer les trajets de transport en intégrant le calcul de l'empreinte carbone. Donc, c'est quand même pas rien, et moi, je le vois tous les jours. Donc, ça compte aussi pour les collaborateurs. Donc, la marche, on est dans la marche, on va vers la confiance qui prendra le pas sur le reste, mais en période inflationniste, évidemment, ne soyons pas trop naïfs, c'est quand même assez... c'est un arbitrage permanent. Étienne, je peux dire un mot, vraiment un mot, je vous assure. Vas-y, après, il y a les questions. Quel est le contraire de la confiance? Appliqué à nos sujets, pas la défiance, même pas la transparence que j'avais pris, le confort. C'est trop confortable. C'est vrai. Et on est trop flemmard. Et donc ça devient une question de conscience citoyenne, de conscience politique. Est-ce qu'on est encore des hommes et des femmes politiques, des animaux politiques? Et je ne le crois pas. On est pour l'instant des animaux très endormis. Bah, c'est le concept de la démocratie athénienne, c'est que ça demande un effort. Oui, mais oui. Ouais. Alors, merci déjà pour la qualité de vos interventions. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. Je crois qu'on peut vous applaudir. Pardon. On était parti sur Athènes. Oui, tout à fait. Je vous freine pas dans votre élan, mais c'est le moment des questions. Et justement, on va ouvrir le bal des questions des étudiants. Voici tout de suite Karen Amanda sous vos applaudissements. Karen, vous êtes étudiante en Master 2 Economics and Competition Law, présidente de l'association Say It Aloud de la Toulouse School of Economics. Et vous avez... On m'entend pas bien, tout ça? Pour moi, c'est pas très grave. Allez-y, Karen, autre question. Merci. Merci de me donner la parole et bonjour à tous et à toutes. Alors, ma première question est pour Nadia Pelfig. La région Occitane a pris le train en marche et s'intéresse à la question. Quelle est votre ambition concrètement sur les sujets de l'IA et quels outils concrets vous mettez en place pour soutenir une IA éthique et responsable tout en boostant son adoption par les entreprises locales? Vous avez 30 secondes. Merci beaucoup, Karen, pour cette question. J'ai donné quelques éléments de réponse. Vous dire de manière plus précise que le 12 juillet, l'Europe a adopté justement l'IA Act. Le 11 juillet, la région Occitanie, donc la veille, a adopté son premier plan IA à 360 degrés, doté de 60 millions d'euros entre 2024 et 2028. Et ce plan IA, justement, c'est la volonté d'articuler l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire pour nous, de la recherche jusqu'à l'usage citoyen, y compris la mobilisation dans son usage démocratique. C'est nourri par un contrat de filière numérique et c'est surtout justement parce que Asma disait avec raison que dans l'arbitrage entre le confort, la régulation et la souveraineté, aujourd'hui c'est le confort qui gagne, on veut être en capacité d'accompagner nos petites structures, celles qui ont moins les moyens, les PME, sur leur protection par rapport aux attaques cyber, à leur vulnérabilité sur la question de l'IA. Donc on met en place aussi des outils, comme un outil qui s'appelle CyberOc, comme Cyber Occitanie, qui leur permet de regarder leur degré de vulnérabilité et de les accompagner dans cette mutation et leur transformation numérique en mettant en place des solutions IA. Donc l'objectif pour nous, c'est de démocratiser les outils, de s'assurer de leur robustesse, parce qu'on ne va pas interdire de l'usage des outils. On n'est pas non plus législateur. Donc on prend la législation telle qu'elle est, on essaie de l'orienter en matière de lobbying européen, dans les alliances qu'on crée, mais on dote surtout les acteurs locaux des outils et on les alerte, on les sensibilise et surtout on fait le pari de doubler le nombre d'étudiants formés à l'IA en région Occitanie d'ici 4 ans, parce qu'il faudra des compétences, des femmes et des hommes éclairés pour que nos sociétés puissent demeurer ici avec des compétences qui, on l'espère, auront à cœur de continuer à réguler et de servir ses intérêts et les valeurs de la République française. Merci beaucoup pour votre réponse. Ensuite, pour Fatih Toko,
Vous êtes pour la régulation innovative, vous êtes optimiste. Cependant, l'actualité a été assez inquiétante sur les questions des semi-conducteurs, qui sont essentiels pour le développement de l'IA et du numérique. Donc, avec la montée des tensions autour de Taïwan, cœur mondial de cette industrie, quels sont les risques aujourd'hui pour des entreprises européennes comme La Poste et quels sont les moyens que vous mettez en place pour répondre à ce problème ? Alors pour La Poste, on n'est pas vraiment sur cette partie-là, mais j'ai envie de rebondir effectivement sur ce que Asma a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une politique de réindustrialisation et aujourd'hui, en tout cas en France, on n'a pas d'acteurs cyber-industriels. Donc c'est ce qu'on dit, c'est aussi des efforts de coopération européenne, mais on aura du mal effectivement à faire face à des sociétés comme TSMC ou c'est des sociétés de ce type-là, effectivement. Mais pour moi, c'est un autre sujet que celui de l'innovation. Et c'est stratégique quand même. C'est un énorme sujet stratégique. C'est un énorme sujet stratégique, effectivement. Et ça, on ne le sait pas tellement parce que je trouve que, et merci pour la question, je trouve que dans cette transformation numérique et surtout dans cette transformation de l'intelligence artificielle, on ne se rend pas compte, je trouve, de toutes les infrastructures qui sous-tendent tous ces sujets-là. On a l'impression que c'est des choses très virtuelles finalement et c'est pour ça que la question est intéressante. Toute la puissance cyber-industrielle qu'il y a derrière la guerre technologique qui se fait autour des semi-conducteurs, des puces qui sont de plus en plus fines, c'est un problème aussi parce que le grand public n'en a pas conscience et ne réalise pas à quel point c'est encore une couche de guerre industrielle, de guerre cyber-technologique, pour reprendre tes termes, Asma. Donc c'est une question importante et qui est très très peu visible. Merci. Et donc, ma dernière question sera bien évidemment pour Asma. Vous dites qu'en Europe, on a un problème de mise en œuvre. Vous parlez de technopolitique dans votre dernier ouvrage. Quelles sont, selon vous, de quelle façon concrète l'UE devrait mettre en place une approche technopolitique cohérente face aux enjeux éthiques et innovatifs liés à l'IA auxquels nous croyons en France ? À quelle échelle ? Française, européenne. À l'échelle européenne, bien évidemment. À l'échelle européenne ? Oui. J'y ai déjà répondu tout à l'heure. En fait, qu'est-ce qu'il y a ? Non, en fait, ça ne s'improvise pas. Et donc, pour tout vous dire, je n'en sais rien. Et pourquoi je dis je n'en sais rien ? Pas parce que je ne le sais pas, mais parce que pour le savoir, il faut travailler. Il faut bosser. Alors, on a des responsables qui ont des amplitudes horaires extraordinaires au niveau européen ou au niveau français, peu importe, mais dont on ne sait pas ce qu'il sort de toutes ces heures de travail. On a un truc qui s'appelle le commissariat au plan. Pas comme si c'était pas le job de nous dire c'est quoi la France dans 25 ans. Donc, il faut bosser. Et donc, pour bosser, il faut avoir une cartographie. C'est-à-dire la carte de la France, on voit ça, voilà mes bassins, voilà les batailles qu'on a perdues, le cloud, pardon d'être aussi franche, voilà, vous évoquiez semi-conducteurs, on a quelque chose autour de Grenoble, mais qui n'est pas sur les chips de dernière génération. Qu'est-ce qu'on en fait ? On convertit, on garde nos assets sur d'autres industries. Comment on se positionne ? On parlait du spatial ou même du new space, les questions cyber. Il y a aussi un autre truc, c'est que... donc, cartographie, se dire, OK, on a des points forts, on a des points faibles, et si on a des points faibles, est-ce qu'on les lâche ? Et donc, ça suppose des renoncements, donc ça suppose un coût politique. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un ou une responsable politique qui va enfin faire de la politique sans penser à son agenda électoral des prochains mois ou des prochaines années ? Le jour où on aura des responsables politiques à la hauteur de la nation, c'est-à-dire réellement patriotiques, là, on pourra parler industrie. Et pour l'instant, ce sont davantage des éléments de langage, comme ça, c'est des mots qui ne renvoient à rien, c'est Orwell d'une certaine façon. Et donc, à un moment donné, c'est bien ça, c'est de se dire où est-ce qu'on va. Et donc, à quoi ? Donc ça, c'est la première chose. La carto, c'est ce qu'on fait dans les cabinets de conseil de façon très basique. Et c'est pas sorcier à faire. En 3 mois, vous mettez n'importe qui, on la sort la cartographie. Simplement, il faut le vouloir. Mais le problème, c'est que dans les urnes, apparemment, ça compte pas, d'après eux. Donc, on tourne un peu en rond sur nous-mêmes comme ça. D'où ce phénomène de fatigue démocratique, de se détourner des partis qui ont exercé le pouvoir. Et après, on s'étend, on se dit, quoi, les extrêmes ? Mais oui, mais quoi, les extrêmes ? Ça participe de ça. Deuxième chose, il y a donc l'industrie en tant que telle, et puis après, il y a ce qu'on appelle la tech policy, c'est-à-dire les politiques publiques liées à la technologie. Quand on parle d'IA,
as a concept, posé comme ça, comme un concept englobant. Vous avez bien compris qu'il fallait toujours spécifier. Mais parlons des IA dont on parle en ce moment, dont les IA génératives, dont la promesse est une augmentation de productivité, donc de gain de temps, donc d'hypervitesse. OK. Alors, comment est-ce qu'on accompagne les Français, les travailleurs, les collaborateurs, et pas du tout ce qu'on croit, c'est pas du tout les métiers, disons, artisanaux ou de la main qui sont menacés. C'est nous, c'est les creative class, c'est tous ceux qui, soi-disant, avions de la matière, l'école blanc, la matière première. Les journalistes. Hein. Aussi. C'est pas bon. Hein. Bah oui, bien sûr. Donc comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on fait évoluer les compétences, comment est-ce qu'on, en fait, redistribue la valeur qui va être créée. Zéro silence radio, pas le début d'une idée, pas le début d'un balbutiement d'un discours sur cette question. Ça, c'est de la politique publique. Et pendant ce temps-là, qui développe la vision du monde sur le nouveau contrat social, sur la conquête de l'espace? Ce sont les géants technologiques, c'est Sam Altman et Elon Musk. Pendant que nous, on se tourne les pouces à compter les points aux uns et aux autres et on fait de la politique politicienne qui n'a strictement aucune valeur à l'échelle de l'histoire. Et enfin, et troisièmement, j'ai oublié mon point, mais tant pis, ça reviendra. Bravo. Merci pour vos réponses. Merci encore à nos invités. Merci Karen pour vos questions. Écoutez, alors c'est pas corrélé, mais je rappelle qu'à ce moment-là, va dédicacer son livre juste à côté. Oui, c'est fini. Et Fatih Togo aussi, hein. Alors Fatih, allez-y. Non, elle va dédicacer son livre aussi. Ah oui, pardon. Mais Oh là là, oui, je suis confus. Il est très optimiste puisqu'il s'appelle « Et si la tech pouvait sauver le monde ?» Ah bah Faut quand même pas faire mieux. On va rester dans Aux l'optimisme. éditions de l'Aube. Je peux mettre le bazar? Édition de l'Aube. Vas-y. Ouais. Mettez le bazar. Non, je voulais savoir qui avait ChatGPT dans son téléphone. Oui, mais c'est biaisé parce que les c'est- gens qui viennent voir cette conférence... Qui est abonné à ChatGPT? Ok. Qui utilise Mistral AI? Ok, les amis. Donc, la prochaine fois qu'on se pose des questions sur est-ce que l'Europe régule trop, déjà, on essaie d'utiliser des produits européens. Parce que ça sera aussi bien pour le business et pour notre cohérence. C'est pile poil le point entre le confort, puisque vous le savez, il n'y a pas d'appli. Mistral AI, bon, il faut aller sur le site, et justement notre volonté de valeur et d'affirmation de valeur. Donc merci, sachant que vous êtes sûrement parmi les publics les plus éclairés sur la question de l'IA puisque vous êtes venus. Donc merci au point d'avoir choisi des sujets comme ça. Et à nous tous de Merci à toi. Merci beaucoup. Nadia. Merci et bravo, on applaudit. On se retrouve dans quelques instants pour notre deuxième session États-Unis, Europe, climat, l'âge des incertitudes. À tout de suite.